Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le Premier ministre inspecte la capitale et sa périphérie après la pluie qui persiste toujours. Toujours dans l'actualité nationale, fête de travail, déclaration du ministre du Travail à la veille de la fête du travail. Et enfin, dans l'actualité internationale, au Proche-Orient, Mohamed Abbas annonce le report des premières élections en territoire palestinien en 15 ans d'histoire. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Je vous le disais dans les titres, des fortes précipitations sont tombées depuis ce matin dans la capitale ainsi que dans les régions de l'intérieur, surtout au sud et au nord du pays en altitude, mais sur le littoral de l'extrême nord. Comme à ses habitudes, les eaux des pluies ont envahi certains quartiers, les grands axes de la capitale, comme on les voit sur ces images que nous avons tournées ce midi. Des flaques d'eau ont inondé déjà les quartiers et les principaux axes routiers dès le début. Et pour constater la situation, le Premier ministre, M. Abdelkader Kal Mohamed, a effectué une visite d'inspection dans les principaux secteurs de la capitale. Une visite sans attroupement, puisque les curieux n'avaient pas le temps de se rassembler autour du Premier ministre, tellement la visite était claire. Le Premier ministre a d'abord visité les anciens quartiers populaires, Guel Betel, ainsi que les quartiers. Les équipes chargées d'assainissement de l'eau pluie dans l'ONEAD, la protection civile et les pompiers étaient à pied d'œuvre pour ouvrir les postes pour dégager vers le réseau des eaux usées. Le Premier ministre n'a pas manqué d'encourager et même conseiller les équipes qu'il croise lors de sa tournée de ce matin. Le Premier ministre a aussi constaté une évacuation aménagée près du ministère de l'Habitat qui drainait les eaux vers la mer plutôt. Par la suite, le Premier ministre, accompagné de ses collaborateurs, ont inspecté et constaté la situation sur le pont d'Amboulie ou pont d'Italie qui enjambe l'oued d'Amboulie. Eh bien, dans une interview, le Premier ministre a annoncé que la pluie est une bénédiction du bon Dieu, mais avec des impacts négatifs dans certains où les eaux stagnent. Écoutons-le. La pluie qui a commencé ce matin à 9 heures, il continue à pleuvoir sur certains endroits. Cette pluie, apparemment, elle est continentale parce qu'elle venait apparemment du côté sud-ouest. Et là, nous avons effectivement les quartiers qui sont inondés. J'ai fait depuis ce matin la tournée de différents quartiers, différents grandes artères. Là, nous sommes sur Guel Batel. L'eau que vous voyez ici, bon, c'est vrai, elle est pleine ici, mais vous voyez qu'elle va directement sur le réseau assainissement, elle va partir vers la mer. Et ça sera sec d'ici 2 heures, 3 heures ici. Et tout se passe bien, alhamdoulilah. On n'a pas beaucoup de dégâts pour le moment, sûrement dans les maisons. Ici, nous sommes quartier 7. Vous voyez l'état de la situation. C'est vrai que mais l'État est toujours présent pour aider la population et nous allons mettre tout notre effort pour qu'il n'y ait plus une goutte d'eau dans les maisons. Eh bien, dès la matinée d'aujourd'hui, les équipes de l'assainissement étaient en alerte pour les quartiers et dans les grands axes routiers de la capitale pour apurer les eaux de la pluie. Avec des gros moyens, le service en fait le maximum pour dégager les eaux usées des pluies. Les fosses septiques ont été ouvertes et après les axes routiers ont été praticables pour les automobilistes et les eaux de pluie ont été initiées. Les responsables de l'assainissement de l'ONEAD ainsi que la protection civile et les pompiers restent toujours, comme je vous le disais, vigilants à cause des risques de nouvelles précipitations dans la soirée ou dans les jours à suivre et les jours à venir plutôt. Le chef des services techniques et des eaux d'assainissement de l'ONEAD, M. Aynan Moussa, a rappelé que les éléments de l'ONEAD sont au pied d'œuvre pour évacuer les eaux pluviales sur les artères de la capitale et les différents axes routiers, les rues et ruelles. Autre actualité nationale, à la veille de la Journée internationale du travail, le ministre du Travail, M. Ismaël Ibrahim Roblé, a rappelé que cette année, la commémoration du 1er mai revêt un caractère spécial dans la mesure où notre pays traverse une grave et profonde crise sanitaire durement ressentie par la population et particulièrement les travailleurs. Écoutons le ministre du Travail plutôt.
Les travailleuses, messieurs les travailleurs, je suis très heureux de vous retrouver à l'occasion de la cérémonie de la fête du travail et de prendre la parole en ce 1er mai 2020 pour souhaiter d'emblée, au nom du gouvernement, bonne fête à toutes les travailleuses et à tous les travailleurs de notre pays. Cette année, la fête du travail intervient à un moment où nos compatriotes observent le jeûne du mois béni du Ramadan et renforcent leur foi en l'unicité du Créateur. Cette année encore, la journée commémorative de la fête du travail est célébrée dans notre pays avec une certaine ferveur, malgré le contexte particulier lié à la pandémie de la Covid-19, démontrant ainsi l'attachement des mandants djiboutiens à la préservation de la paix et de la concorde sociale, socle du développement socio-économique de notre pays. Cette année aussi, l'événement marquant de la vie politique nationale a été l'élection présidentielle qui a eu lieu le 9 avril dernier. Les Djiboutiennes et les Djiboutiens ont renouvelé leur confiance à son Excellence le Président de la République de Djibouti, M. Ismaël Omar Guelleh, en le portant encore une fois à la tête de la magistrature suprême. Ils ont choisi la continuité à l'aventure et il m'est ravi de profiter de cette tribune pour féliciter son Excellence le Président de la République pour ce plébiscite. Mesdames les travailleuses, messieurs les travailleurs, face à cette conjoncture de la Covid-19, j'exprime mon admiration à l'immense élan de solidarité nationale continue qui s'est manifesté dès l'apparition de cette pandémie dans notre pays et à la lutte acharnée menée avec efficacité sous la houlette de son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. Je me permettrai de saluer cette remarquable mobilisation et d'adresser l'expression de notre reconnaissance en premier au personnel de santé et à toute la population résolument engagée dans la sensibilisation, la détection, la prise en charge de cette pandémie. Sans aucun doute, des avancées considérables sur le plan thérapeutique viennent renforcer les mesures de précaution obligatoires et notamment des vaccins ont été conçus dans des délais records et une campagne de vaccination est en cours dans notre pays pour une couverture immunitaire maximale de notre population. Dès lors, je me dois d'exhorter mes compatriotes, en particulier les travailleuses et les travailleurs, à adhérer à cette dynamique de lutte contre la Covid-19 de nature à consolider le dialogue social établi et à favoriser le respect des mesures de précaution pour se protéger et protéger les autres. Au passage, je ne peux me permettre de ne pas présenter mes condoléances les plus attristées aux familles qui ont perdu des proches à cause de la Covid-19 et souhaiter un prompt rétablissement aux travailleuses et aux travailleurs affectés. Eh bien, dans un second temps, le ministre du Travail a rappelé les mesures décisives entreprises qui ont été mises en œuvre pour lutter contre la propagation de la maladie, tout en cherchant évidemment à atténuer ses effets pernicieux sur l'économie et le marché du travail. Réécoutons le ministre du Travail. De la fête du travail, je veux réaffirmer que nos priorités restent inchangées, les difficultés fussent-elles toujours présentes et les mauvaises habitudes persistantes. Tout mettre en œuvre pour que le jeune qui recherche un emploi soit outillé pour l'insertion professionnelle et que les travailleurs du public comme ceux du privé évoluent dans un environnement optimal de travail, non seulement en termes de conditions de travail, mais également en termes de droits et sécurité au travail, est la mission principale de mon département. En effet, le ministère du Travail, sous la houlette de son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a mené le projet Initiative pour l'emploi et a organisé au mois de février 2020 la foire et le forum sur l'emploi. Ces événements ont été autant d'occasions de promouvoir des programmes de développement de compétences et d'employabilité des jeunes afin de leur permettre d'apprendre un métier et de les insérer dans le marché du travail. Lors de ces moments clés, une déclaration sur l'emploi a été signée, officialisant ainsi l'engagement de toutes les parties prenantes au forum pour promouvoir le travail décent à Djibouti. Une nouvelle stratégie nationale de l'emploi, assortie d'un nouveau plan d'action opérationnelle, a été élaborée et sera mise en œuvre. Le forum a été l'occasion d'aborder les grandes lignes d'un programme pays-travail décent pour Djibouti, en conformité avec les priorités nationales et avec la fructueuse collaboration du BIT. En matière de protection sociale, la CNSS étend l'expérience de l'assurance maladie universelle pour un accès équitable aux soins
pour tous les citoyens avec le lancement des travaux de construction d'un hôpital de référence de grande capacité avec un plateau technique et d'offres de soins diversifiées. Mesdames les travailleuses, messieurs les travailleurs, la démultiplication des actions du ministère du Travail exprime, quelque part pour nous, une façon de nous assurer que toutes les pistes ont été explorées, que toutes les options sont analysées et décortiquées, que toutes les idées sont exploitées, que toutes les réalisations évaluées, et ce pour atteindre nos objectifs. Parce que nous avons la ferme intention de libérer des énergies, de créer de l'espoir, de susciter des vocations, même chez les plus pessimistes qui se sentent à tort enchaînés par le manque d'opportunités et écrasés par les fardeaux du besoin, mais surtout également pour garantir l'harmonie sociale. Nous aspirons à un monde du travail dont l'accessibilité et la mobilité sont adaptées à la diversité des trajectoires et à la réalisation des rêves, même si nous sommes conscients que les cadences d'existence varient d'un corps de métier à l'autre, d'un groupe professionnel à l'autre, d'un individu à l'autre. Comme mon département a l'immense honneur de participer à la réalisation des rêves, aucune place n'est laissée à l'abandon, au renoncement et à la passivité. Mesdames les travailleuses, messieurs les travailleurs, je vous encourage vivement à cultiver l'audace d'espérer, de ne jamais s'incliner devant les difficultés et surtout croire en la sincérité de se mobiliser pour que la cause de l'emploi soit une priorité nationale et le travail décent une réalité pour les filles et les fils de ce pays. Bonne fête à toutes et à tous. Je vous remercie. Direction le Nord, où à l'instar des autres régions, la région de Tadjoura, bénéficiaire de ces programmes mutuels communautaires de développement dans le chef-lieu, 9 dans les localités villageoises, ainsi que son 10 membres dirigeants ont été formés à la prise en charge des activités communautaires de la gestion des caisses de santé. C'est en ce sens qu'une forte délégation conduite par Madame la ministre de la Femme et de la Famille, Moumine Ahmed Hassan, accompagnée par la représentante de l'UNFPA à Djibouti, Madame Aïcha Ibrahim, un représentant de l'Union européenne, une représentante du PNUD et un représentant de Salam Bank, se rendus hier à Tadjoura, dans la région de Tadjoura, pour clôturer les activités de caisse communautaire qui a été lancée, rappelons-le, le 26 avril dans le territoire national. La délégation a été accueillie chaleureusement à son arrivée par le préfet de Tadjoura. La cérémonie de lancement de nouvelles caisses de microcrédits bénéficiaires de 8 mutuelles communautaires dans deux chefs-lieux et 6 localités villageoises ont dû rappeler quels sont les partenaires techniques, financiers et le montant de la subvention des caisses s'élève à plus de 940 000 francs. Écoutons à présent le préfet et le président du conseil régional lors de la clôture. Le salariat féminin est une chose très importante, surtout pour la région, pour avoir initié ce programme. Les caisses mutuelles, c'est un départ, ce sera une bonne chose, mais nous avons aussi des femmes agricultrices qui s'activent dans l'arrière-pays et passer à une étape supérieure que les mutuelles serait peut-être encore bénéfique pour ces femmes et en même temps pour la région et en même temps pour l'alimentation de notre pays. Le conseil régional porte des projets qu'il veut partager avec des partenaires pour que nous puissions un peu avancer au niveau, je dirais, de l'alimentation. Le conseil régional est vraiment axé sur l'alimentation. Madame la ministre, j'aimerais qu'aussi on inclue pour plus tard dans ce programme l'agriculture et aussi d'autres domaines. Et il y a plusieurs projets qui ont réussi, bien sûr, dans l'arrière-pays. Les responsables de ces caisses mutuelles, qu'ils soient femmes ou hommes, puissent bénéficier de la légalité et puissent chercher de prêts auprès des banques. Nous avons aussi signé de légaliser auprès de la direction de la réglementation du ministère de l'Intérieur. Les projets qui sont déjà en cours dans la région, il y a plusieurs projets d'autonomisation ou d'entrepreneuriat qui sont initiés par le gouvernement de la République de Djibouti dans la vision 2035 avec les partenaires au développement. Et donc, j'ai dit vraiment bon vent et bon courage pour tous ces
responsable. Eh bien, afin d'améliorer les capacités d'accès au microcrédit, le ministère de la Femme et de la Famille a développé un partenariat avec Salam Bank qui a signé une convention de financement avec chaque mutuelle communautaire en vue de renforcer les capacités d'accès au crédit des membres et les capacités de gestion des activités économiques génératrices de revenus. Écoutons à présent le représentant de l'UNPA. Niveau aujourd'hui, passer de l'organisation des mutuelles à la mise en place de caisses de santé, de santé communautaire qui vous ont servi, et surtout ce qui a été remarqué, c'est la manière dont vous gérez ces caisses de santé communautaire, c'est-à-dire où tout le monde cotise pour qu'on puisse augmenter le montant que vous disposez dans ces caisses et en faire bénéficier les personnes qui en ont le plus besoin, les personnes les plus vulnérables, à savoir les femmes et les enfants. Et ça me fait aussi plaisir qu'on ait pu passer à une autre étape qui est au renforcement économique, c'est-à-dire à la mise en place de projets économiques, de projets de développement auprès des mutuelles. C'est une vision, c'est une approche qui a été, que nous avions mis déjà ensemble depuis le début. La ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumine Ahmed Hassan, a rappelé que les mutuelles communautaires de développement œuvrent pour la solidarité au niveau social et économique entre les membres. Elle assure les actions au profit de la communauté et favorise la prise en charge de leur propre développement économique et social. Elle participe également, a-t-elle dit, l'amélioration des conditions de vie socio-économique de la population vulnérable, des femmes, des jeunes filles et jeunes garçons. Elle assure l'entraide pour soutenir les activités d'autonomisation. Écoutons Mme la ministre. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour renforcer des activités initiées par le gouvernement de la République de Djibouti par le biais du ministère de la Femme et de la Famille. 4 programmes sont à l'ordre du jour. Le premier, c'est celui du mutuelle de développement communautaire. Le programme de mutuelle de développement communautaire est un programme initiative lancé par le ministère de la Femme en étroite collaboration avec le FNUAP. Ce programme a été initié il y a de cela 3 ans. Il a été implanté dans les localités éloignées. Et ensuite, cette année, en 2020, avec l'appui et le financement de l'Union européenne, il a été implanté dans le chef-lieu de quartier de la région de Tajoura. L'objectif de ce programme, il a 2 principaux objectifs. Le premier, c'est de contribuer au bien-être des familles, les faire sortir de la précarité et leur permettre de vivre dans des bonnes conditions. Conditions de santé, conditions éducatives et conditions de développement. Le deuxième objectif de ce programme, c'est contribuer au développement économique. Contribuer au développement économique en permettant aux familles d'avoir des activités génératrices de revenus. Le deuxième programme à l'ordre du jour et pour lequel nous sommes réunis dans cette salle, c'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat des jeunes. L'entrepreneuriat des jeunes, comme vous le savez tous, le 5e mandat, le chef de l'État l'a dédié à la jeunesse. Et nous le savons que la pauvreté touche notre jeunesse comme elle touche plusieurs jeunes dans le monde entier. Donc, le gouvernement de la République de Djibouti, à travers les différents départements ministériels, ne cesse d'initier et de lancer des programmes de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, des jeunes qui ont bénéficié d'une formation vont voir leur projet financier avec le partenariat du PNUD et sur le financement de l'Union européenne. Le troisième programme et initiative pour laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, c'est la remise et l'octroi de chariots pour les femmes qui exercent des activités dans le domaine de la pêche. Ces femmes ont bénéficié d'une formation, ont pu bénéficier aussi de l'octroi de matériel pour pouvoir exercer cette activité. Et aujourd'hui, nous leur remettons des chariots pour qu'elles puissent exercer leur métier dans des conditions optimales. Le 4e et dernier programme pour lequel nous sommes réunis aujourd'hui, c'est un programme initié par la première dame de la République de Djibouti, Mme Khadra Mahmoud Haïd, qui, elle, sa préoccupation première, c'est de venir en aide aux femmes, les faire sortir de la précarité pour qu'elles puissent exercer et contribuer, vivre dignement d'abord et pouvoir contribuer au développement de leur pays. Elle souhaite lancer une initiative qui s'appelle Autonomisation économique de la femme et permettre aux femmes les plus vulnérables de pouvoir exercer des activités génératrices de revenus et ainsi voir leurs conditions de vie améliorées. Et la condition améliorée, si une famille voit ses conditions de vie améliorées, une femme se voit épanouie, la famille et la femme contribuent pleinement au développement de leur pays. Donc c'est une enveloppe, un financement de 500 000 francs Djibouti a été octroyé
à l'antenne de l'UNFD par la première dame, l'antenne de l'UNFD à Tajoura par la première dame, Madame Khadra Mahmoud Haid. Ce fonds-là va permettre à 10 femmes de pouvoir exercer des activités génératrices de revenus. Ensuite, ces 10 femmes vont pouvoir rembourser et 10 autres femmes vont pouvoir bénéficier de ces fonds-là. Et ce programme est sous la responsabilité de l'antenne de l'UNFD qui se trouve à Tajoura. Aujourd'hui, la spécificité de tous ces programmes que nous sommes en train d'initier, c'est la volonté du gouvernement de la République de Djibouti depuis un certain temps et volonté du chef de l'État. C'est développer le partenariat public-privé, c'est-à-dire se rapprocher du secteur privé. C'est la raison pour laquelle nous avons fait appel à la banque, à Salam Bank, pour que tous les fonds et toutes les activités que nous sommes dans le domaine économique, que nous sommes en train d'initier, que la banque soit un partenaire clé du gouvernement afin d'apporter son expertise, son appui et son accompagnement dans toutes les activités économiques que le gouvernement de la République de Djibouti est en train d'initier. Retour à Djibouti où un atelier sur la coordination des interventions sociales s'est tenu jeudi au Palais du Peuple en présence de la ministre des Affaires sociales et de la Solidarité, Mme Mouna Ousmane Aden, ainsi que du secrétaire d'État chargé de la décentralisation, Mohamed Ahmedou Aramis. Cet atelier a vu la présence de plusieurs hauts cadres de leur département, mais aussi ceux de l'Agence djiboutienne de développement social, du programme ADIL, avec la présence des hauts responsables des régions de l'intérieur, à savoir des présidents des conseils régionaux, mais de leurs secrétaires généraux. En effet, il a été discuté autour de la table des diverses interventions sociales menées dans les régions par le ministère des Affaires sociales et de la Solidarité et le secrétariat d'État chargé à la décentralisation, ainsi que de l'Agence djiboutienne de développement social. Plusieurs présentations, à savoir une brève cartographie des programmes menés par le ministère des Affaires sociales et de la Solidarité, ainsi que la feuille de route de la décentralisation, se sont suivies autour de la table, suscitant des échanges et des questions-réponses qui mèneront à un travail dans l'intérêt de mieux coordonner les actions sociales dans les régions. Eh bien, notamment les deux responsables n'ont pas manqué de souligner l'importance de développer des synergies et d'harmoniser les divers projets et programmes pour une meilleure action efficiente de leur action. Écoutons le secrétaire d'État à la décentralisation. Ou partager des initiatives relatives à la décentralisation constituent une stratégie opérationnelle avec des départements sectoriels axés sur les problématiques similaires faisant avancer la bonne gouvernance locale. Le fondement de ce partenariat entre nos deux départements dans le domaine de la lutte contre la pauvreté en général, le développement local, la protection sociale, les transferts monétaires vers les ménages, nécessite que l'on procède constamment à l'analyse des effets et des résultats dégagés, tout en tirant les leçons apprises de nos initiatives déployées sur le terrain. Ce cadre d'échange et de partage doit être inclusif et participatif en tenant compte de la dynamique sociale, surtout de la nécessité d'évaluer la synergie de nos approches et de s'adapter au nouveau contexte. C'est un cadre qu'il faut reconnaître, propice à nos échanges, à la consolidation de nos partenariats qu'il nous faudra fructifier, approfondir pour une meilleure performance et efficience de nos politiques de programme et des mises en œuvre des initiatives déployées sur le terrain. En effet, il faut donner au partenariat entre nos deux départements un nouvel élan, en poussant au maximum la synergie entre le programme ADIL du secrétariat d'État à la décentralisation, conduit par l'Expertise France, et le programme multiforme du ministère des Affaires sociales et des Solidarités. C'est ainsi que nous allons prioriser la durabilité et la pérennisation des résultats par une coordination permanente de nos actions afin de rendre les collectivités locales des acteurs incontournables. Au-delà de nos deux départements, je dois dire que c'est tout le gouvernement pour avoir une vision holistique, envie d'enraciner la décentralisation qui se trouve au carrefour de tous les départements sectoriels. Le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, dans la feuille de route qu'il m'a tracée, considère cette vision holistique comme étant une exigence fondamentale pour accroître les fruits de nos actions dans tous les processus de la décentralisation. Cette exigence fondamentale du gouvernement s'est traduite par la nécessité d'implication de tous les partenaires, les acteurs institutionnels de la décentralisation et des institutions locales.
porteuse de projets et d'initiatives potentielles en instaurant un cadre de coordination approprié tel que le groupe de clusters déjà fonctionnel. Vu des chemins parcourus et des défis importants à relever, il nous faut des réflexions en profondeur, non seulement pour mutualiser les actions entreprises, mais aussi pour proposer des idées innovatrices. Eh bien, voici les propos de la ministre des Affaires sociales lors de l'atelier sur la coordination des interventions sociales. Aujourd'hui est le signe que nous avons tous intégré désormais que le développement se fait mieux, plus vite et de façon durable dès lors qu'il devient une œuvre collective. La coordination de nos projets respectifs ne peut en effet qu'engendrer une forte synergie entre nos moyens, une synergie elle-même productive d'un surcroît de ressources. La mise en œuvre d'un partenariat actif entre mon département et celui de la décentralisation s'inscrit dans la vision éclairée du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, et qui fait du développement régional une de ses priorités politiques. Cet atelier témoigne donc que nous avons appris à travailler ensemble et à mieux maîtriser les enjeux du développement local, surtout que nous avons toujours tenu de la nécessité d'impliquer les représentants administratifs, les élus des régions ainsi que la société civile à nos efforts. En effet, nous pouvons affirmer aujourd'hui que l'adoption de la démarche du développement par la communauté a permis de révéler, valoriser, spécifier par la coordination entre les acteurs locaux d'abord et avec les acteurs centraux ensuite et en même temps les facteurs clés de l'émergence de chaque région et de sa contribution à la richesse nationale. Dès lors, pouvoir mener à bien le processus de développement local dépend des capacités endogènes des territoires. En effet, il est fondamental d'assurer une bonne articulation entre les forces des acteurs locaux, de mobiliser les ressources territoriales et de prendre en compte des initiatives locales pour rattraper l'écart de développement entre les zones rurales du pays et les centres urbains. C'est dans ce sens que s'inscrivent les projets qui ont été cités durant les différentes présentations et qui visent tous au renforcement des capacités humaines, matérielles, des compétences économiques des régions. Les dernières visites effectuées récemment dans les régions de notre pays par son Excellence Monsieur le Président de la République montrent, si besoin, et l'orientation désormais affirmée de résoudre les inégalités régionales en répondant par l'action de développement économique, social et humain aux besoins des populations. Notre proposition de mettre en place une plateforme commune des projets de développement dans les régions est l'une des réponses concrètes que nous apportons à cette volonté présidentielle. Nous saurons désormais qui fait quoi, comment, nous pouvons coordonner nos efforts et mutualiser nos moyens. C'est là un enrichissement incontestable de nos instruments de développement que Djibouti pourrait faire valoir comme une expérience pilote après avoir montré sa capacité à cibler les bénéficiaires des apports sociaux de l'État à travers le registre social national et à mieux maîtriser les éléments de la précarité grâce à l'intervention des travailleurs sociaux installés dans les régions à travers les guichets sociaux. Et enfin, dans l'actualité nationale, dans la page nécrologie, nous avons le regret de vous annoncer le feu Ali Mohamed Afkada, survenu après une brève maladie. Le défunt Ali Afkada est l'un des premiers magistrats du pays. Feu Ali Mohamed Afkada laisse une nombreuse famille, dont une veuve, 11 enfants et des petits-enfants. Partageant la douleur de la famille Feu Ali Mohamed Afkada, le préfet Tadjoura Hassan Dabale, Mohamed Al-Junior Baragouita Saïd, les ambassadeurs Aden Medileta, le ministre de la décentralisation Mohamed Aramis et Ahmed Arita adressent leurs condoléances les plus attristées à sa nombreuse famille et prient le bon Dieu de l'accueillir, le regretté Ali Mohamed Afkada dans le paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et dans l'actualité internationale, je vous le dis dans le titre, le président palestinien Mahmoud Abbas a annoncé dans la nuit d'hier un report des premières élections en 15 ans dans le territoire palestinien tant que la tenue du scrutin n'était pas garantie à Jérusalem-Est, portion de la ville sainte annexée par Israël. Nous avons décidé, a-t-il dit, de reporter la date des élections jusqu'à que notre peuple puisse exercer ses droits démocratiques à Jérusalem, a déclaré Abbas à l'issue d'une réunion de l'Organisation de libération de la Palestine portant sur les législatives prévues jusqu'à là, le 22 mai prochain.
Dans la foulée de cette décision, la commission électorale palestinienne a annoncé l'arrêt de ses activités visant à préparer ces élections annoncées début janvier dans le cadre d'un projet de réconciliation entre le parti laïque Fatah de Mahmoud Abbas et les islamistes de Hamas, deux grands pans de la politique palestinienne. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés et bon week-end à vous.